Ça a l'air bien reparti pour être sympa en fait. Vraiment 2 films d'affilée où je suis bien content de ce que j'ai vu. On sent que ça part sur une légère direction différente, c'est-à-dire que on retrouve en grande partie l'ambiance habituelle, mais en réfléchissant un petit peu mieux à ce qu'on veut raconter. Donc ouais, avant de se pencher en détail sur le scénario de ce film, La colonie de la peur, on va se pencher un tout petit peu sur les reprises stylistiques du film précédent qui j'espère resteront par la suite. Donc d'une part, on a toujours le même style visuel avec le trait plus appuyé, le trait noir plus appuyé, qui aide un tout petit peu plus à cimenter l'animation et qui donne vraiment l'impression que c'est plus fluide avec plus ou moins le même budget qu'avant. Donc, je trouve que ça rend toujours bien ça. On reprend le même truc que le film précédent avec l'intro animé cartoon différent qui donne un petit peu le ton et qui rend le truc très vivant à découvrir, ça fait plaisir. Et comme je l'ai dit, donc, on insiste moins sur le gag cartoon trop poussif. Il y en a, hein, il y a toujours du gag cartoon, mais il n'est pas aussi poussé que ça. Et lorsqu'une scène a besoin de mettre en place une menace, ça essaye quand même de bien me donner l'impression que cette menace n'est pas juste une grosse blague. C'est un truc que j'apprécie sincèrement, je vous jure. Je pense sincèrement que on n'a jamais eu ce niveau d'attention à cet égard-là depuis le premier film. Même les films 2 et 3, à part la même team que le premier film, sont pas allés aussi loin dans la mise en scène pour appuyer le côté sérieux de la chose. Là, vraiment, lorsqu'il y a nos héros qui fuient, c'est semble-t-il créatures, bah, on ressent vraiment le danger et le fait qu'ils peuvent pas juste se permettre de faire n'importe quoi pour y échapper avec les premiers gags à la con qui leur passent sous la main. Et je sais que ça fait peut-être partie de la formule qui vous fait plaisir au départ, mais moi je trouve que savoir gérer la menace sérieusement quand elle arrive, tout en sachant pointer les moments où on peut se permettre d'être un petit peu cartoonesque, c'est un effort d'équilibre en plus qui vaut des éloges pour moi. Donc ouais, ces approches stylistiques qui j'espère resteront présentes puisqu'on a eu ça dans le film précédent, c'est pareil ici, me font plaisir. Ensuite vient donc l'histoire qui est pour ma part un petit peu plus solide que celle du film précédent, donc c'est bien, hein, Abracadabra était pas mal, celui-là il est un petit peu plus que ça. Pas beaucoup, mais un petit peu plus, hein, on va en parler. Est-ce que ça commence donc sur une colonie, hein, c'est incroyable, là, ça rappelle le titre ça, où il y a le chef de colo qui raconte une histoire d'horreur aux enfants au coin du feu, ultra typique, il leur fait croire la légende d'un chef de colo méchant à qui on a fait une blague et qui est mort, est revenu se venger, et on voit un autre qui apparaît en faisant croire que c'est le gars qui s'appelle, je sais pas comment, on s'en fout, quoi, c'est l'homme des bois. Voilà, c'est l'homme des bois apparaît pour leur faire peur, et voilà, ils ont tous peur. Alors, ils disent, ah, vous nous avez bien eu avec votre blague. Mais voilà, juste après ça, il y a l'abri à bateau qui fait un bruit inquiétant, et donc l'animateur de Colo voit ça et tombe sur ce qui semble être le vrai homme des bois, avec sa hache, son visage balafré et tout, il a peur, il y a l'abri qui explose, et donc c'est le mystère qui se met en place. Il semble y avoir vraiment un monstre, un revenant dans cette colonie, en dépit du fait que c'est juste une légende urbaine du coin. Et on va essayer de jouer un petit peu là-dessus, de façon pas trop mal, vraiment pas trop mal. Et puis donc il y a l'intro qui est très bonne comme je l'ai dit, et on passe donc sur notre groupe qui se prépare à se rendre à cette fameuse colonie, le Petit Élan, parce que comme par hasard, en fait, cela c'est la même chose que Détective Conan en fait. Partout où il passe, il y a un mystère qui apparaît. Et il y a, il y a quelqu'un qui vient faire chier le monde, quoi. Détective Conan, il apparaît quelque part pour des vacances ou quoi que ce soit. Il y a un meurtre qui a lieu. Et il y a toujours quelqu'un qui prévoit un meurtre bien lambiqué. Dire, regardez, vous n'avez pas vu venir que c'était moi, vous trouverez jamais qui je suis. Ah, comme par hasard, il y a Détective Conan qui est là. Alors bah là c'est pareil, comme par hasard, il y a un mystère qui a lieu et il passe par là. C'est leur petite malédiction perso.
Ah, on fait avec, hein. C'est des trucs un peu marrants pointés comme ça, c'est pas du tout un problème, qu'on soit d'accord. Et ouais, parce que de base, c'est juste Fred qui avait invité tous ses amis à se rendre à cette colo parce que ça lui rappelait des souvenirs. C'est là qu'il avait passé donc ses colonies de vacances et il a des bons souvenirs de l'endroit. Il veut faire partager ça. Et il se dit, oh, enfin, je vais être animateur dans le coin, je vais pouvoir faire partager ma passion avec d'autres enfants. Et ouais, il a ce côté très excité, très passionné, assez mignon Fred. Fred, c'est plus ou moins le héros central de ce film. On se centre sur pas mal de choses. Presque tout le monde a son moment de gloire parmi nos personnages, même les persos de passage. J'aime beaucoup ça. On prend le temps d'appuyer un peu tout le monde. Hein. C'est pas un film qui va se centrer uniquement sur Sammy et Scooby majoritairement. On va vraiment passer du temps sur tout le monde. Et voilà, ils se préparent dans cette colo en se disant tout va bien se passer, seulement voilà, ils arrivent peu de temps après l'incident de l'intro où il y a donc cet abri à bateau qui a été détruit et cet homme des bois qui est apparu. On se dit, un nouveau mystère a élucidé. Sammy et Scooby se disent, ah, la bonne petite réaction que j'aime bien, j'avoue. Et pour l'heure, ils ne vont pas tout de suite se pencher sur le mystère, même si bien entendu ils y réfléchissent, puisque bon, il y a Fred qui est tout content d'être un animateur de colo en faisant partager sans savoir ça. Comme je dis, il est super mignon dans ce vidéo. Il est assez marrant et un peu mignon sa façon d'être passionné par ça, quoi. Presque un retour en enfance pour lui à un certain degré. Bref, cette partie-là, ça va être l'occasion de découvrir les différents intervenants et donc les possibles suspects. À commencer donc par le chef de colo qui s'appelle Burt, que Fred connaît bien parce qu'il était déjà chef de colo lorsqu'il était petit. Donc il y a une des retrouvailles un petit peu rigolotes. Il y a le shérif qui se charge de l'affaire, un gars qu'on voit de temps en temps, pas souvent, et qui fait un peu de gringue à Vera. Dans un moment que je trouvais à la fois drôle et à la fois un peu limite dans l'idée. C'est-à-dire que voilà quoi, il trouve que Vera est sexy. Et il y a Daphné qui dit, ah c'est de moi que vous parlez, c'est elle, elle dit, ah, quelqu'un trouve Vera jolie? Ok, calme-toi Daphné, calme-toi, c'est un tout petit peu insultant pour elle quand même, hein? C'est peut-être pas le modèle de beauté ultra typique, mais quand même, elle est loin d'être moche. Et puis t'as pas suivi internet, hein, parce que je te jure, fou le nombre de personnes qui fantasment sur Vera. J'en fais partie. Bref, il y a cette partie-là qui est un petit peu bizarre, et il y a quelque chose que je trouve un peu drôle dans l'idée, même si c'est bizarre aussi, c'est le fait que le gars, ça va pas être quelqu'un de très sympa en fait, parce que il est attiré par elle juste pour son look, et lorsqu'elle essaye de dire quelque chose d'intelligent, t'embête pas à réfléchir ma jolie, sois juste un joli minois qui regarde tout ça, et voilà, donc tu vois que c'est le gros macho typique qui se comporte comme ça, mais avec quelqu'un qui est, je le reconnais, pas typiquement la fille sexy qu'on drague. C'est vrai. Ah, ça veut pas dire qu'elle est moche, loin de là. Mais donc, voilà, la faire avoir ce traitement-là, j'avoue, c'est assez drôle. C'est assez inattendu, c'est assez marrant parce que c'est clairement pas le traitement qu'on accorderait à quelqu'un qui a un look comme ça. Parce qu'elle a le look nerd malgré tout. Donc, j'avoue que c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre ça. Donc, et ensuite, après ça, ben, les derniers suspects. Et je vous cache pas que sur le coup, j'ai pas vraiment pensé à les considérer comme des suspects puisque c'est les 3 enfants qui participent à la colo. Donc je ne voyais pas trop ça finir en suspect, mais vous verrez, vous verrez. Donc il y en a un qui s'appelle Luc, il y en a une autre qui s'appelle Trudy et l'autre qui s'appelle Deacon. Alors, on va revenir un petit peu en détail sur chacun de ces personnages. Trudy, pour commencer, que j'aime bien, c'est un petit peu la fille effacée, celle qui aime pas trop sortir, ça aime pas trop nouer des liens, c'est vraiment, ouais, j'aime être sur mon ordinateur, c'est pas trop mon truc, des activités en plein air. Et elle nourra un lien assez joli avec Vera, qui est un peu comme elle, c'est une nerd aussi, à un certain degré, quoi. Et qui lui fait comprendre que on peut être une nerd et apprécier quand même, à côté, faire ce genre de choses. Apprécier les deux choses. Et donc, cette fille un petit peu effacée, qui est vraiment pas d'humeur à partager ses activités de plein air, finira par s'ouvrir un petit peu à ça et à s'épanouir un petit peu.
c'est un peu typique, mais c'est un peu joli. Et le petit lien entre elles deux est mignon. Est mignon, j'aime bien ça. Il y a Luc. Luc, c'est vraiment le gamin prêt à tout, vraiment boy scout totalement, qui arrête pas d'être supérieur à Fred, à tel point que ça l'énerve un petit peu, parce que Fred se dit ouais, génial, j'ai partagé tout ce que je sais, je serai votre mentor, tout ça, tout ça. Et le gamin, il arrête à tout faire mieux que lui. Ce gag-là est assez drôle. Et on va un peu plus loin que ça, parce que il y a quand même le fait qu'il est assez réfléchi, le gamin, et il a besoin de se faire sauver à 2-3 moments, quoi. Il va pas être toujours supérieur à Fred, hein, même s'il va avoir un petit complexe par rapport à ça. Fred, il va pas être toujours supérieur à Fred. Et il va y avoir une petite dynamique entre assez jolie, où certes, il sera un petit peu énervé de la voir, mais en même temps, il peut pas lui en vouloir, quoi. J'aime bien le petit lien qu'on crée entre eux. Voilà, donc il y a ces deux liens particuliers qui sont, il y a le dernier, Deacon. C'est un gros enfant sur lequel on joue pas trop par rapport à la corpulence. On joue sur le fait qu'il a de l'asthme, me semble-t-il, qui est un détail un peu superflu, mais j'imagine que ça va dans l'idée qu'on veut faire autour du personnage par la suite. Et ouais, donc sur le coup, je savais pas trop quoi en penser, ça semblait vraiment être le gamin un peu peureux de base, qui veut pas rester là parce que je suis pas quelqu'un d'aventureux, mais on va faire quelque chose de plus poussé que ça, qui sera pas mal à un certain degré et un petit peu grossier à d'autres, mais ouais, il y a donc ces personnages-là, et un dernier qu'on verra plus tard, qui est pas introduit tout de suite, alors que donc bah, c'est la découverte du camp. Il y a évidemment Sammy et Scooby qui vont partir dans leur coin se faire à bouffer, on refera un gag sur le piment. Ça faisait longtemps, donc voilà, il y a Scooby qui mange un piment et il crache du feu. Jamais vu ça avant. Je sais pas, la première fois ça fait un tout petit peu sourire, les autres fois ok, c'est bien, c'est bien. Je sais pas quoi dire de ça, hein. C'est ce genre d'humour, à moins que vous fassiez vraiment une toute nouvelle façon de l'expérimenter. Je vous cache pas qu'au bout de 2 fois c'est déjà répétitif et ça n'a plus d'effet, hein, en tout cas pas pour moi, hein. Bref, c'est un détail comme ça. Il sort chercher du bois pour le feu, Scooby-Doo, et il rencontre rapidement donc l'homme des bois, le grand méchant qui lui balance sa hache à 3 cm de la tête. Alors, étant donné qu'on sent que quand on suit le reste, que c'est pas un méchant qui tient à tuer activement les personnages. Au contraire, si il le voulait, leur plan irait beaucoup plus vite que ça. Je veux dire, le gars a une sacrée précision quand même, hein. Parce que sérieusement, tu balances ta hache comme ça, si tu vises mal, le mec réagit pas très bien, tu peux tuer quelqu'un. Mais apparemment, ça, il est super doué à ça, le mec derrière ce masque, hein. Donc, ouais, il se fait un petit peu effrayer par ça, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. On fait un peu le suspense là-dessus, tandis que ouais, on va passer du temps sur nos personnages qui sont cool, qui se détendent. Fred qui veut faire des activités, donc certains sont à fond pour, d'autres sont beaucoup plus frileux, et qui le lendemain, invitera tout le monde à participer à des épreuves aquatiques, hein, donc du canoë, de la nage, de la pêche, tout ça, tout ça. Et tout le monde se dit, ouais, c'est quand même un petit marais de merde. Et ce serait pas plus mal d'aller au camp d'à côté, le grand élan, parce qu'on est au camp du petit élan, et il y a le camp du grand élan à côté, sur lequel j'aurais dû me pencher avant, mais bon, excusez-moi, ça vient au fur et à mesure, qui est beaucoup plus upé que ça, quoi. Il y a beaucoup d'infrastructures, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choses à faire, et l'eau est plus claire aussi, hein, parce que ouais, l'eau de ce petit camp-là, et ça provient du barrage qu'il y a, qui contient l'eau, qui fait le grand lac du camp du Grand Élan, et donc ouais, cette eau-là est un tout petit peu, elle est un peu moins globe que l'autre. Et Fred, il est pas trop content parce que il y a vraiment ce côté, ouais, c'est mon camp à moi, je veux le défendre à fond. Et donc, on va pas aller dans le camp du grand élan, merde. C'est ici, quel meilleur. Je vous dis, il est un peu mignon dans sa passion, le gars, hein. Je le trouve assez marrant et un peu mignon là-dedans. Alors, il essaye de balancer une autre légende du camp sur un mec qui s'appelait, je sais plus comment, qui a nagé plusieurs fois dans le lac du camp du Grand Élan et qui a fini par muter pour devenir un homme poisson. Et donc, ouais, c'est hanté, c'est dangereux, il faudrait pas qu'on y aille pour essayer de dissuader les autres. Et tout le monde se dit, oui, il se fout de notre gueule, on y va. Fred, à contre-cœur, accepte et finit assez vite par se mettre dans l'ambiance, malgré tout. Hein, je veux dire, voilà, il est un petit peu déçu qu'on s'amuse pas dans son camp lui, mais il accepte de s'amuser avec tout le monde dans le camp du Grand Élan. Et il y a
un montage que je trouve très sympa, juste après, sur une chanson plutôt cool. Je préfère la chanson de l'intro, mais elle est sympa, celle-là, elle est un peu relaxante. Ça essaye d'appuyer le côté période de l'été, on se détend, tout ça, tout ça. Bon, hein, ma vidéo sera un petit peu mal à cet égard-là, puisque les vacances d'été sont terminées depuis un mois, mais disons que si j'avais sorti ça quelques mois plus tôt, ça aurait été vraiment très très bien dans l'ambiance, quoi, dans le ton. Donc, ouais, il y a ce petit moment cool avec nos personnages qui s'amusent, qui font des petits délires, des petits gags, une fois de plus pas ultra poussés, exagérés, ou c'est juste nos personnages qui sont des personnages, même les enfants qui s'ouvrent un petit peu, surtout Luc et un petit peu Trudy, c'est mignon une fois de plus, hein, on essaye d'appuyer ces petits liens entre personnages et le fait qu'on suit des gens en fait, des gens qui ont leur petite personnalité, qui ont leur petite dynamique entre eux, et j'aime ces trucs comme ça. Ces trucs où c'est pas juste du gag excessif, c'est un tout petit peu de gag, mais c'est surtout des moments de personnages. J'aime bien. Je trouve ça super cool. Vraiment, hein, ce petit passage-là. Pour finir, évidemment, par une attaque de monstre, hein, faut pas exagérer, avec Scooby-Doo qui fait de la plongée et qui, en découvrant les fonds marins, tombe déjà sur un poisson-chat qui suit rapidement, comme ça. Et une fois de plus, on n'en fait pas des caisses. Vraiment, quoi, on n'en fait pas des tonnes de gags comme ça, ah, je suis un poisson-chat, ah là là, à Tom et Jerry, tout ça. Non, non, il suit un petit peu, c'est rigolo, on n'en fait pas trop. Pour finir par tomber sur une sorte de ville engloutie rapidement, qui voit très vite, parce qu'il n'y a pas trop le temps de voir ça, qu'il y a le fameux homme-chat qui l'attaque de la légende. Et donc, ouais, il n'y a pas que l'homme des bois, il y a aussi l'homme-chat qui attaque, l'homme-poisson, pardon, j'ai dit homme-chat, l'homme-poisson qui attaque et qui fait fuir un petit peu tout le monde. Dans un moment un petit peu intense, hein, bon, un peu gag sur les bords, mais un petit peu intense, où tout le monde essaye de fuir, hein. Il y a trois canoës au total, tout le monde essaye de fuir un petit peu le coin, avec donc deux canoës qui finissent par être détruits, Fred et compagnie qui sauvent un petit peu la situation alors que Daphné manque de se faire avoir. On voit un tout petit peu de tension là-dedans, hein, en dépit du fait que c'est un peu léger. Et au bout d'un moment, ils finissent par fuir jusqu'au bout du barrage. Et c'est là que ça devient un petit peu trop exagérément cartoonesque, parce qu'il y en a un tout petit peu du comme ça. Il y a deux moments un peu comme ça. Ils finissent par tomber, poussés par le monstre. Et ouais, ils survivent à ça. Ils dévalent le coin, ils atterrissent dans leur camp en foutant le bordel partout, mais c'est plus de peur que de mal. Voilà. Mais bon. Et sincèrement, c'est juste pour dire que dans un film qui essaye de se restreindre un peu sans, une fois de plus, lâcher ça, ce genre de truc me gêne pas tant que ça si c'est juste un ou deux moments comme ça en fait, hein, vraiment. Donc ouais, ils atterrissent à cet endroit-là, ils ont un petit peu les jetons, ils se disent ouais, qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on se renseigne un petit peu plus, hein, parce que ça commence à bien faire. La nuit, ils mettent en place un piège pour attraper la créature qui rôde et ils attrapent quelque chose, mais c'est pas la créature qui rôde, c'est la chef du camp voisin de la colo voisine du Grand Élan, qui s'appelle, je me souviens plus, Jessica, voilà, elle s'appelle Jessica, qui est toujours tout sourire. Elle a toujours un gros sourire au visage, les trois quarts du temps, c'est un petit peu malaisant, je trouve. Hein, calme-toi, tu peux garder un air neutre si tu veux, t'es pas obligé de sourire. C'est peut-être un automatisme, vous savez, hein, on dirige une colonie de vacances, surtout un peu huppé comme ça, enfin huppé avec beaucoup de monde comme ça, j'imagine qu'on a cette tendance à sourire automatiquement. C'est peut-être, c'est plutôt bien pensé en fait quand j'y pense. Mais bon, voilà. Jessica, elle décide d'enquêter un petit peu dans ce camp-là. Parce que on a volé un sonar dans le camp du Grand Élan, le camp UP quoi. Et ouais, elle se demande si c'est pas un coup du petit élan qui voulait se venger ou leur faire une farce, un truc comme ça. Il dit non, c'est pas nous, hein. C'est vous qui êtes du genre nous faire ça. Hein. Il y a Fred qui va avoir une dynamique qui, là aussi, un petit peu... que d'une part, je trouve un peu drôle, mais que de l'autre, j'ai un petit peu de mal. C'est le fait que, bon, étant donné qu'il y a les canons, il va avoir ce côté, ah, vous êtes belle, je suis un petit peu attiré automatiquement par vous. Et, ouais, on essaiera de jouer sur une petite jalousie de Daphné. Ce que je peux dire de bien par rapport à cette partie-là, que j'ai jamais vraiment trouvé si génial que ça, une fois de plus, ça fait partie des trucs qu'on aime pointer régulièrement que je trouve pas globe quoi. C'est qu'au moins on n'en fait pas des caisses.
voilà, c'est des petits moments comme ça, la jalousie de Daphné est pas excessive, et même le comportement de Fred est pas excessif, là, il fait pas ah, ouh, ouais, je vois une belle fille, c'est moins poussé que ça. C'est un truc mieux fait que par rapport au film précédent, par exemple. Et d'un autre côté, il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est le fait que il y a cette rivalité avec Fred qui dit ah nous on n'est pas comme vous hein, dans le cœur du petit élan, on est mieux tout ça. Et il y a cette espèce de petite rivalité qui se fait entre eux, qui est un peu drôle lorsqu'on appuie ça. Donc maintenant qu'on met un petit peu en place tout ça, ça va être maintenant vrai enquête, attaque, etc. Tous les personnages sont mis en place, les enjeux sont mis en place, et il va y avoir des développements et des combats qui sont bien cool, et certains qui seront un peu discutables, un peu trop rapides, et c'est majoritairement bien fait à cet égard-là. Première chose qui se passe, c'est qu'après donc avoir retrouvé, rencontré Jessica, enfin, techniquement elle l'a déjà vu rapidement. Dans une scène avant, Fred, je tiens à le préciser histoire de dire que je me souviens de cette scène-là, et il y a l'homme des bois qui réapparaît et qui attaque tout le monde. Ce qui fait que, d'une part, ça restreint beaucoup le suspect. Je vous cache pas que déjà j'avais une forte idée de qui ça pouvait être avec le peu de gens qui restaient, mais ouais, quoi, il y a ça, ce petit danger qui se met en place, tout le monde fuit, et c'est très fort à plusieurs moments, j'avoue, hein, on fait durer ça, et je trouve vraiment que l'action est très bien rendue. Je trouve sincèrement que si ça reste comme ça va être un plaisir à suivre en matière de danger et d'action. Sincèrement, si ça reste sur cette voie-là, avec ce film-là et le film précédent, ça va être vraiment fun à cet égard-là. Alors que bon, au bout d'un moment, il y a Jessica qui finit par se faire pister toute seule sur un pont suspendu à un moment donné. Et voilà, il fait le truc basique, le gars. Il casse les cordes qui relient le pont. Elle manque de tomber. Et puis il y a Sammy et Scooby qui fonce à sa rescousse de façon un tout petit peu discutable. Alors, je dis déjà chapeau, super courage de votre part, parce que de base vous êtes peureux, mais dès lors qu'il y a quelqu'un en danger, vous n'hésitez pas à foncer à son secours, et je dis bravo, chapeau les gars, hein, vous êtes vraiment des héros. Et le problème, c'est le fait que, c'est quoi leur truc en fait? Il y a le pont qui menace de tomber, et donc ils sautent sur le pont qui est en train de tomber, en se disant, tiens, il y a peut-être moyen qu'elle lâche, donc nous, vu qu'on lâchera pas parce qu'on est des mecs, je sais pas trop, eh ben on va être là pour l'attraper lorsqu'elle lâchera. Heureusement que ça s'est passé comme vous l'avez prévu, les gars. Le truc un peu bizarre dans la mise en scène, hein. J'apprécie le fait que vous veuillez les rendre héroïques, ceux-là, dans ce genre de moment de danger, hein. Je trouve que c'est une touche cool, mais vous auriez pu faire de la meilleure mise en place, une meilleure mise en scène que ça, hein. Bref, il la sauve, et après coup, il parvient à se sauver rapidement en regagnant terre, et l'homme des bois a disparu en faisant peur à tout le monde, et c'est après coup que les enfants se réveillent, les trois enfants se réveillent en disant qu'est-ce qui s'est passé, et que tout le monde dit ok, il faut vraiment qu'on commence à faire quelque chose de sérieux, alors qu'on enquête un petit peu plus dans le cœur du grand élan, avec donc Jessica qui donne plus d'informations sur le sonar qui a été volé, le sonar qui a été pris dans un camping-car qu'on a rapidement vu, et donc il y a Vera qui trouve un moyen de tracer ça, et qui retrouve un petit peu où que ça se trouve sur le canyon de je sais plus trop quoi. Excusez-moi, le canyon de l'ombre. Voilà, le canyon de l'ombre. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a un truc qui s'appelle le pic du diable ou un truc comme ça pour le pont suspendu où elle a été, Jessica. Ils aiment bien donner des noms comme ça, hein. C'est cool. Alors le camp de l'élan, hein. C'est mignon, hein, le petit élan. Par contre, le canyon de l'ombre. C'est un canyon tout con, hein. Il n'y a pas particulièrement d'ombre. Évidemment, dans un canyon, il y a toujours de l'ombre, mais c'est pas plus ombragé qu'un autre canyon, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est des détails à la con. Je trouve ça un peu marrant, c'est tout. Donc, ouais, ça se passe à ce canyon de l'ombre, et il y a donc Burt, le chef Burt, qui a toujours une autre anecdote, une autre légende urbaine par rapport au camping, c'est-à-dire que c'est habité par un spectre qui fait peur aux voyageurs et les déroute. Elle s'appelle le spectre du canyon de l'ombre.
Vous l'avez bien cherché ce nom-là, hein, et les repousser. Et donc, vous vous en doutez, on va le voir, hein, pas tout de suite, mais on va le voir. Et c'est là que nos héros décident de se séparer en plusieurs groupes pour commencer à faire quelques recherches. Donc, ouais, il y a les enfants qui disent vraiment c'est votre truc ça. Et il y a des tueurs en liberté, vous dites on va se séparer. On se moque un petit peu de ça. Et Fred dit ouais, c'est ce qu'on fait. Ok, très bien, si tu le dis Fred. Et ils se mettent donc par trois groupes. Ah, mais bientôt deux, hein, puisque s'il y a un groupe, c'était juste histoire d'eux. D'une part, il va y avoir Fred, Jessica et Daphné qui va les suivre parce qu'il dit ah non, je vais pas laisser mon Fredou avec celle-là, avec également Luc qui vont fouiller le lac du camp à la recherche donc de cette cité engloutie et en essayant de faire gaffe aux monstres poissons, tandis que de l'autre côté va y avoir Vera, Burt et Trudy qui vont enquêter sur l'endroit où pourrait se trouver le camping-car en se rendant donc au fameux canyon. Et il y a Sammy et Scooby qui se disent écoutez, nous ça va, hein, pour l'instant on va juste te ranger dans le coin, on va bouffer au buffet et tout va bien se passer. Ça va pas si bien se passer que ça, hein. J'en parle rapidement de la partie avec Sammy et Scooby, et qui sont avec Deacon, au passage bien entendu. Ils se rendent au buffet, ils se disent ah super, on va bien manger, c'est super, mais non, en fait ils sont pas bien reçus parce qu'ils font pas partie du camp. Ils font partie du camp du petit élan, pas du grand élan, donc ils sont vite vilipendés, ils se barrent. Il y a un moment qui est un peu gros, je trouve, où ils se barrent en bicyclette ou un truc comme ça, et ils finissent par tomber d'une falaise un peu gaguesque. C'est pas grave ça, je peux apprécier ce niveau de gag, mais ce que j'ai du mal à apprécier vraiment, c'est le fait que, comme par hasard, ils finiront par tomber à l'endroit où finiront Vera et compagnie, à l'endroit du canyon, quoi. En se barrant, ils tombent sur une crevasse du canyon et paf, ça les fait se trouver là où va se trouver Vera. Bien. Le hasard fait bien les choses, surtout qu'ils servent à rien en fait. Vraiment, lorsqu'ils sont là, ils servent à rien. Et je vais en parler un petit peu. Donc du côté de Vera et compagnie, donc ils tracent un petit peu la piste, ils se perdent un petit peu dans le canyon, enfin sur les routes de maïs vers le canyon, alors que de base ils sont censés avoir tracé ça avec leur GPS, mais pas trop. C'est un peu bizarre, je trouvais ça un peu bizarre en fait. Je pense qu'ils ont tracé la trace GPS du dernier endroit où on a pu les tracer et après ils ont perdu leur piste, peut-être un truc comme ça. Mais grâce à un truc que Trudy a remarqué qui est super visible, quoi, des traces de pas dans les épis, bien entendu que ça se voit, elles suivent la trace pour se rendre donc au bout du canyon où il semble n'y avoir rien, mais en fait c'est une cachette furtive du camping-car qui a volé le sonar, etc. Et ouais... Ouais, c'est bien beau de faire cet effort-là. J'avoue que c'est plutôt intelligent de peindre le dos de son camping-car couleur roche pour que ça passe. Mais étant donné qu'il y a les traces de roues juste derrière, je pense que ça cache pas grand-chose en fait. Donc, ça se voit facilement au bout d'un moment, la supercherie, étant donné qu'il y a les traces de roues, de pneus. Donc, je sais pas. J'aurais peut-être pu faire un petit effort en plus pour essayer de cacher ça. C'est compliqué de balayer la terre derrière un petit peu. Non, bon, apparemment. Le détail, c'est pas grand chose. Je chipote. Je chipote parce que j'ai vraiment pas des masses de choses mauvaises à dire en fait. Hein. Ils découvrent donc ce camping-car où il y a personne, malheureusement. Hein, ils peuvent pas confondre tout de suite le coupable et se rendre compte qu'il y a certaines enquêtes qui sont faites, certains travaux de recherche qui sont faits grâce à un ordinateur dans les profondeurs marines du lac du camp Le Grand Élan. Et parallèlement, donc, on va suivre Fred et compagnie qui vont se rendre dans ces profondeurs du lac. Personne n'a pensé à faire ça avant. Ça n'a pas l'air si profond que ça dans l'absolu. Je dis ça parce que j'y reviendrai parce qu'il y a quand même quelques problèmes d'écriture, c'est pas parfait non plus. Voilà, ils se rendent à cet endroit-là, ils commencent un petit peu à fouiller, mais évidemment, il y a l'homme poisson qui les attaque et le combat est super cool. On essaye d'être un peu fidèle à l'inertie du fait de se battre dans l'eau, donc on va pas aussi vite qu'on le pourrait. Et on joue sur le danger de la chose avec cette créature qui les attaque. Fred, qui est prêt à faire beaucoup pour sauver Luc en particulier, parce que bon, Luc c'est un gamin
qui devrait pas être là. En toute sincérité, il devrait même pas vous accompagner. C'est un petit peu imprudent de ta part, mon gars. Mais bon, il fait de son mieux pour le sauver et il se bat avec Daphné pour arriver à dompter la bestiole, même s'ils n'y arrivent pas trop. Mais c'est intense, c'est intense. À un moment donné, il manque de se noyer. Il y a Daphné qui le sauve. Et ils se sauvent un petit peu ensemble, entre eux. Et vraiment, à la fin, ils arrivent à s'en sortir de justesse en se partageant une bonbonne d'oxygène parce qu'il y en a un qui en a perdu la sienne, pour suivre les deux autres qui ont trouvé une alcôve qui leur permet donc de revenir à la surface sous l'eau et de respirer, où ils pourront un tout petit peu donc visiter le coin et découvrir que certaines choses se trament. On n'en fait pas beaucoup plus pour l'instant, mais on voit quand même qu'il y a un petit mystère par rapport au fait qu'on garde de la dynamite dans le coin et que c'est pas forcément bon signe. Tandis que, donc, peu de temps après ça, et c'est peut-être un truc que je tiens à pointer qui est un petit peu bizarre hein, dans la mise en scène, une fois de plus, c'est le fait que, voilà, ils sont fait attaquer par l'homme-poisson. Ils ont réussi à se cacher. Et, genre, une ou deux scènes après, on a Vera, Samy et compagnie qui se trouvent au camping-car et qui se font attaquer donc par le spectre du canyon. Hein, qui vole vers eux, qui fait des cris, elle fait peur, tout ça, parce que c'est un spectre féminin semble-t-il. Ça ressemble un petit peu à ça. Enfin, c'est pas vraiment spectre. Enfin, bref, on s'en fout. Il y a donc cette attaque qui se fait peu de temps après. Et c'est un petit peu bizarre pour moi parce que ces endroits semblent être suffisamment éloignés quand même, dans l'absolu. Enfin, je dis ça, mais vu le temps qu'ont mis Sammy et Scooby pour y aller, dans un sens, ouais. Enfin, bref, quand même, quoi, ça n'a pas l'air d'être juste à côté. Et l'homme-poisson, qui se trouve être la même personne dans le costume donc du spectre, puisque c'est un mec en costume, voilà, désolé pour le spoilers. Ce mec-là a eu le temps de passer de l'homme-poisson au spectre en sachant exactement le bon timing pour attaquer. Vraiment, je trouve ça un peu gros, hein. C'est justement le truc de faire les choses en parallèle. On est à plusieurs endroits en même temps, et donc s'il n'y a qu'une seule personne contre nous, elle peut pas être à deux endroits en même temps. C'est le truc qui m'a paru un petit peu gros là. Si par hasard vous connaissez d'autres histoires de feux de camp, j'apprécierais que vous les gardiez pour vous. On est d'accord? Mais bon, fort de ces nouvelles informations, tout le monde se rassemble pour discuter un petit peu de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui se font au niveau de ce lac. Des gens semblent rechercher activement ce qu'il y aurait en dessous et semblent vouloir aller assez loin vu la grosse quantité de dynamite que Fred et compagnie ont trouvé. Donc, ouais, hein, c'est assez délicat ça, le mystère s'épaissit et c'est là que je vais avoir, je pense, le problème le plus important avec le film. Parce que maintenant, on va partir dans la recherche de réponses et on va direct avoir les réponses aux motivations et une piste ultra évidente sur qui est le coupable juste après ça. Tandis que ouais, c'est pas super clair, mais Jessica n'a pas prévenu les autorités sur le tas de dynamite qu'il y a en dessous dans le lac. Parce que bon, maintenant qu'ils ont trouvé une voie vers la sortie grâce à la dynamite, justement, de façon un petit peu chatte, mais c'est pas grave ça, ils devraient alerter les autorités. Il y a de la dynamite en dessous de mon camp, il faudrait faire quelque chose. Apparemment, on n'appuie pas ça. Bref, il y a Daphné et compagnie qui se rendent chez un vendeur du coin dont je vais pas parler parce qu'on l'avait vu rapidement au tout début de l'intro, il m'est complètement passé par-dessus la tête ce gars, mais ouais, c'est le vendeur au sourire bien flippant qui raconte des anecdotes sur la ville, faites attention, tout ça. Le faux coupable typique. C'est clairement pas lui. Et ouais, ils se rendent chez lui pour lui demander des informations sur l'histoire du coin. Et ouais, l'histoire du coin, c'est que au départ c'était une crique, la crique de l'élan, et que il y avait un courant qui passait, mais il n'y avait pas de grand lac. Et dans cette crique, il y avait un grand gangster qui s'appelait je sais pas comment, on s'en fout, qui a amassé une grosse somme bien coquette qu'il a cachée à un certain endroit. Et lorsqu'il a été pris, il n'a jamais révélé cette cachette. Et ça n'a jamais été trouvé, cet or, tout cet argent qu'il a entassé, parce qu'on a fini par construire un barrage par-dessus cette ville fantôme, parce que j'imagine que maintenant que tout le monde savait que c'était la ville du grand gangster bien malfaisant, personne voulait vivre, j'imagine.
Alors que c'est bizarre, dans un sens, je me dirais, ouais, tout le monde voudrait vivre là, essayer de trouver le trésor, mais bon, puis, ça fait partie des trucs un peu grossiers pour moi. On s'est dit, on va faire un barrage pour contenir l'eau et donc créer le camp du grand élan et le peu qui tombait du barrage, donc faisait le lac du camp du petit élan par-dessous. De fait, ouais, sous ce lac, il y a une ancienne ville, des ruines d'une ville, qui était un tout petit peu sous le joug d'un gangster avant et qui a caché un trésor là. Donc de suite, tu as les motivations, voilà, ça va pas plus loin que ça. Et très vite après, ben, tu as le coupable tout nommé avec notre gang qui se rend compte qu'il y a un criminel mafieux qui s'appelle Babyface Marietti, qui est un nain un petit peu en chair. Et ouais, tout de suite, l'identité du coupable était évidente à ce moment-là. Bon, déjà, c'était ça, sa vraie identité, mais à partir de là, t'as toutes les réponses et je dis pas une seule seconde que ce sont des mauvaises motivations. Je trouve que c'est logique, c'est mieux recherché que dans le film précédent. C'est pour ça que je préfère un petit peu ça, mais c'est amené assez grossièrement. Et le fait que personne n'était au courant de ça avant, personne ne se soit posé la question. Ce fameux trésor, personne n'a pensé à le chercher et il n'était pas non plus caché à un endroit si compliqué que ça à atteindre. Je suis désolé, on en parlera après. C'est grossier. Étant donné qu'on n'a pas énormément mis en place ces motivations, il y a quand même quelques petits trucs qui semblent insinuer qu'on y a pensé avant, mais ça fait un petit peu ajout de dernière minute alors qu'on est à 20-15 minutes de la fin là. Vraiment, on est à une petite vingtaine de minutes de la fin et ouais, cette partie-là est trop rushée, ça manque de subtilité, ça manque de finesse pour avoir un impact particulier. Surtout que maintenant, bah, tu sais qui est le méchant derrière une bonne partie de la chose et ce qui veut donc ça va pas être la grande surprise. Et oui, ça va pas être la grande surprise. Hein. Après avoir fait ses recherches, il se re-rend au camp du petit élan. Seulement voilà, il a été rasé. Ceux qui sont restés sur place ont eu peur, c'est-à-dire deux des enfants et le chef Burt. Et alors qu'il raconte ça, qu'il y a ce moment un petit peu mignon, je trouve un petit peu mignon, où Fred lui dit ah mais le camp du petit élan c'est dans ton cœur, on fait notre petite cri de ralliement ensemble, histoire de dire ah il y a une petite famille qui s'est créée à ce niveau-là, du mignonnet. Il y a le barrage qui est détruit. Eh ouais, hein, on pensait que ne pas détruire ce barrage, ce serait le truc qu'on essaierait de faire, empêcher de détruire ce barrage, mais il est détruit totalement. Il y a l'eau qui menace donc d'écraser tout le monde, mais il se barre en Mystery Machine, conduite par Scooby-Doo parce que gag. Ouais, c'est le deuxième moment cartoon exagéré que j'ai du mal à accepter dans ce film-là. Ça va peut-être un petit peu trop loin à ce niveau-là, mais bon, ils parviennent à échapper de justesse au raz-de-marée en se sauvant un petit peu et se disent ouf. Seulement voilà, le camp est totalement détruit. Et ouais, on ne pleure pas trop ça en fait. C'est-à-dire que bon, quelques maisons éclatées, c'est pas génial, c'est clair et net, mais ça peut se reconstruire. Là, c'est foutu, hein, c'est râpé, hein, c'est inondé, tout est. Il n'y a pas de moment un peu touchant là-dessus. Je trouve ça un peu dommage. On aurait pu avoir Fred qui sanglotait un petit peu. Oh non, 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 on fait ça trop vite. Alors que donc, on va surtout se centrer sur cette ancienne ville de mafieux qui est réémergée maintenant que le barrage est tombé totalement et dans laquelle on va se confronter aux méchants, tout simplement. Et il y a Jessica qui apparaît histoire de dire ah peut-être que c'est elle alors qu'en fait c'est clairement pas elle, hein. Elle a été mise en danger par le méchant, faut pas exagérer, ça serait complètement con que ce soit elle. Alors que nos héros sont poursuivis une nouvelle fois par l'homme des bois qui les fait se scinder en deux, il y a Deacon qui apparaît en disant j'ai un endroit sûr pour vous et il est conduit directement à l'intérieur d'une prison pour les enfermer. Donc évidemment c'était un traître et il s'avère qu'en fait ce n'était pas un garçon mais bel et bien Babyface Trucmuche, le mafieux qui était là pour mettre la main sur le trésor. Voilà, quelle surprise, je n'avais pas du tout venir. Fou. Le fait que Vera et compagnie se disent ah mon dieu, je l'ai pas vu venir, tu te fiches de moi, sérieusement, c'est tellement évident. Et puis bon, les indices qu'on fait autour de lui, c'est. Une fois que tu as cette image dans les journaux, tu dis c'est évident que ça peut être que lui, quoi. Il n'arrête pas de dire ah non, ce serait bien qu'on se barre tous de ce camp et qu'on aille tous au grand élan, parce que si, parce que ça, à chaque fois il trouve des excuses, c'était toujours ça son truc à lui.
Et au début, ça passait juste pour l'enfant peureux qui voulait pas faire quelque chose de trop rudimentaire, mais au bout d'un moment, c'était clair et net qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous, hein. Et cette image n'a su que prouver ça. Néanmoins, bah, c'est pas lui qui est derrière le costume. Eh non, ce n'est pas lui. Alors, parallèlement, on va donc avoir Fred, Jessica et Luke qui seront attaqués par l'homme des bois dans un combat une fois de plus assez intense pour ce qu'on en fait. Sérieusement, ils sont au haut d'un clocher. Il y a Fred qui manque de tomber, mais il fait tomber l'homme de bois à la place. Il tient la jambe de Jessica pour essayer de la faire tomber avec lui, mais Fred la sauve in extremis. C'est assez fort, c'est assez intense, et finit par faire une belle chute d'une bonne douzaine de mètres minimum, ce qui doit faire très mal, mais pas tant que ça. Parce que une fois qu'ils sont redescendus et qu'ils ont recroisé les autres, parce que Samy leur a permis de s'échapper de là avec sa super force herculéenne face à la peur. Genre, non, je ne veux pas être enfermé! Il détruit les barreaux comme ça. Une fois de plus, un super Samy. Je comprends pourquoi il est considéré comme cheaté dans certains jeux de combat fanbase, hein, sérieusement. C'est c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, en sortant, il recroise Fred et tout, et il voit que ben il a disparu le gars, et il y a ce coup-ci l'homme poisson qui attaque. Et donc après un peu de combat en plus, il finit par être défait, et on découvre en fait que l'homme poisson est en fait que ben, l'homme des bois, qui est en fait que le shérif qu'on a vu quelques fois. Le shérif qui bossait avec Babyface et qui donc a une sacrée ossature, hein, parce que vraiment il est tombé de 12 mètres et ça lui a rien fait apparemment, hein. Bravo gars. On essayait d'appuyer que c'était quand même moins assez fort, hein, mais bon, j'imagine que ça doit rester un peu cartoon sur les bords, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on dévoile qu'il bossait donc avec Babyface qui essaye un tout petit peu de s'en tirer avec le coffret d'or et de billets que nous irons trouver rapidement. Je ne l'ai pas parlé parce que ça se fait très vite. Ils essayent une lumière qui se fait lors de solstice d'été et cette lumière, elle touche un endroit précis de la ville et c'est là qu'il faut creuser. Et voilà, ils ont trouvé. Et puis bon, c'est pas comme si c'était une ville super grande. Tu prenais quelqu'un avec des pelles, tu faisais un tour du coin, ben t'aurais pu trouver cet endroit, quoi. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, en fait. La mise en place des ambitions se pète un petit peu la gueule. C'est pas le pire qu'on ait fait, clairement pas, parce que les motivations sont compréhensibles. Et j'apprécie le fait qu'en dépit d'être des gangsters véreux, ben les méchants ils voulaient pas tuer des gens. Ils étaient prêts à casser un barrage, détruire un campement, mais s'il y avait moyen de faire en sorte que ces gens se barrent de là, il fallait faire en sorte que ces gens se barrent de là, hein. C'était logique, hein. Leur approche était logique sur le coup, mais c'est juste le côté pourquoi on n'a pas fait ça avant que je trouve bizarre en fait. Vraiment, hein, parce que c'est pas logique cette partie-là. Mais oui, leur comportement était quand même assez recherché dans l'idée, même si ce sont de bêtes gangsters à la fin. Alors que bon, tout le monde est content, tout le monde va mieux, tout le monde a appris sa petite leçon, tout le monde a participé, une fois de plus, j'apprécie beaucoup ça. Et il y a cette fin qui se termine sur les deux camps qui se réunissent, puisque ils n'ont plus leur grand lac, le camp du grand élan, mais le camp du petit élan, maintenant, c'est juste un grand lac. Donc, ouais, il y a moyen de renouer les deux ensemble et de faire de ça le camp du petit grand élan. C'est un petit peu con, mais bon, ça fait plaisir, hein, j'imagine, où tout le monde se réunit et voilà, les deux chefs de colo bossent ensemble désormais. C'est mignon, hein, avec une petite gag sur Scooby-Doo pour terminer et une petite pastille de fin où on montre que, semble-t-il, le spectre du Grand Canyon existe bel et bien. Et au bout du compte, ça me fait revenir, maintenant que j'y pense, quoi, ce petit bonus de fin me fait revenir sur la critique que j'ai faite juste avant, en fait. Et ça se trouve, ils ont été plutôt intelligents là-dessus. C'est-à-dire que ils ont jamais le méchant n'a jamais confirmé qu'il s'était transformé en spectre du canyon. Si ça se trouve, il l'a jamais fait. Et si ça se trouve, le spectre qu'ils ont rencontré était le vrai spectre, en fait. Et à ce moment-là, ça justifierait, ça corrigerait le problème que j'ai. Et ils n'ont jamais été très clairs là-dessus. Ils ont donné une possible explication à comment il aurait pu faire ça, mais ils n'ont jamais dit explicitement la chose. Ils n'ont jamais montré explicitement ça. Donc, c'est pas impossible qu'ils y aient pensé en fait. C'est pas impossible que ce soit plus subtil que ce que je pense.
Donc, un point bonus pour ça, point bonus pour ça. Alors, ça donne un film sympathique, sérieusement. Voilà, il y a des problèmes d'écriture, ça a jamais eu des enjeux très forts, et c'est une fois de plus le truc qu'il faut comprendre, la raison pour laquelle je mettrai jamais des notes faramineuses à ces films, parce que les enjeux sont pas sensationnels. On essaye d'appuyer quelque chose de léger, de sympathique, et donc ce quelque chose de léger, sympathique, atteindra jamais des hauts sommets. Si je dépasse la note 14 sur 20 pour un de ces films, ça me surprendra énormément. Je vous le dis tout de suite. Vraiment, je pense pas dépasser cette note. Mais peut-être qu'un film me surprendra. Ah, si voilà. Allez savoir, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste histoire de dire, de pointer pourquoi ce ne sera pas de note faramineuse, mais vraiment, pour ce que ça essaye de faire, parce qu'il faut bien comprendre ça, pour ce que ça essaye de faire, un film direct to vidéo qui veut faire passer un bon moment autour d'un mystère, de l'action fun et bien fichue, et des moments de personnages bien réfléchis, c'est fun, c'est majoritairement bien fait, et ça vaut le coup d'œil, c'était pas mal du tout, hein. Un bon 12,5 sur 20, hein, presque 13. C'est pas aussi bon que Lilo Zombie, hein, c'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Et j'ose espérer avoir d'autres films de cet acabit-là et du film précédent, parce que ouais, je retrouve un petit peu le plaisir de suivre les films Scooby-Doo que j'avais perdu depuis quelques films avant ça. Maintenant, ça revient et j'ose espérer que ça restera sur cette voie-là. En dépit du fait que ça va être difficile de maintenir une qualité ultra constante, puisque on va faire 2 films comme ça par an à partir de maintenant, hein. Ah vraiment, hein, regardez la page wiki des films Scooby-Doo, et il y a 2 films par an. Alors j'ai pas fini, hein, il y en a encore des tas de films Scooby-Doo à voir, hein. C'est une longue liste. Je le savais en m'y attelant, hein, c'est pour ça que j'ai un peu hésité de base, mais voilà, si c'est pour découvrir des films comme ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et tous espérer que la suite sera du même niveau, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour le prochain film, bye.